Bonjour à toutes et tous. Je me présente, je suis Sarah Legrain. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis membre de la coordination des espaces de la France Insoumise et je suis en charge du pilotage de ce nouveau dispositif qui est l'Agora et que je vais vous présenter aujourd'hui avec Maxime Lenné qui participe du pôle Milité Centracte et qui va particulièrement travaille particulièrement à la question de l'implication des insoumis, des formes d'implication des insoumis dans ce dispositif qui se veut justement permettre l'implication de toutes et tous dans le mouvement. Alors cette présentation aujourd'hui, elle reprendra les grandes lignes de ce qui a été dit au moment de l'Assemblée représentative, mais bon, c'était une Assemblée représentative numérique, il y a eu des directs que tout le monde n'a pas forcément pu suivre, tout le monde n'a pas forcément pu réécouter derrière, et surtout le but c'est de pouvoir un peu plus rentrer dans les détails et surtout vous entendre. Donc ce qu'on propose c'est que voilà, on se donne le temps de présenter un peu le dispositif et de pouvoir après entendre les remarques qu'il pourrait y avoir dessus, les questionnements, et puis plus vous dire un peu l'étape dans laquelle on entre maintenant. Alors l'Agora, d'abord d'où ça vient ? Ça résulte d'une décision politique qui avait été prise lors de l'Assemblée représentative de juin 2019, de doter le mouvement d'un dispositif particulier qui serait un espace de débat interne mais aussi en lien avec l'extérieur et d'ouverture sur des grandes questions stratégiques. Donc ça a été acté lors de cette Assemblée représentative. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous dire tout ce qui a pu compliquer les choses un petit peu cette année, qui a fait qu'en fait, il devait y avoir une première présentation de l'Agora lors de l'Assemblée, lors de la convention de la fin 2019, qui ne s'est pas tenue pour cause de mobilisation sociale. Et puis, du coup, on a fait cette présentation du dispositif de l'Agora qui commence maintenant lors de l'Assemblée représentative numérique d'avant l'été. Alors l'idée c'est que cette Agora doit être un objet nouveau. Elle ne doit pas être l'équivalent des assemblées représentatives ou des conventions qui maintenant rythment la vie interne de notre mouvement. Et elle ne doit pas non plus, cette Agora, ressembler, même si là on utilise les amphis pour la présenter, mais elle ne doit pas ressembler juste à des débats d'amphi tels qu'on les fait tous les ans, qui sont un peu ponctuels, qui ne sont pas forcément des lieux de participation active dans la durée des insoumis. Et l'idée du coup c'est de créer ce nouveau dispositif. Il y avait deux objectifs qui peuvent parfois rentrer un peu en tension. Celui du débat interne argumenté entre insoumis et insoumises, et celui de l'ouverture vers l'extérieur, du débat avec des experts, des intellectuels, des militants d'autres formations, parfois d'autres formations politiques. Et il y avait un peu ces deux objectifs à tenir. Et puis, sur des thèmes stratégiques, alors qu'est-ce que c'est qu'un thème stratégique ? On s'est dit qu'il fallait qu'à chaque fois, pour chaque Agora, il y ait une grande question qui soit suffisamment large pour ne pas rentrer dans un travail programmatique, qui est encore autre chose que l'Agora, un travail de développement programmatique. Alors là, je vous renvoie à l'espace programme qui va mettre tout ça en œuvre, qui a déjà fait toutes les auditions de 2017, etc., qui relance ce dispositif-là. Donc pas un degré de précision extrême, mais par contre, une question thématique qui pose tout de suite des débats politiques dans le paysage politique actuel et qui dessine les contours aussi des divergences politiques qu'on peut avoir avec les uns et les autres. Donc c'est ça ce qu'on appelle les thèmes stratégiques. Alors il y a un comité de pilotage qui s'est mis en place avec des membres de tous les espaces. Donc vous avez la liste complète, vous avez une page maintenant de la plateforme qui est dédiée à l'Agora, donc vous avez la liste des participants. Donc évidemment chaque espace il va y apporter ce qui le caractérise en propre, donc notamment voilà, Maxime qui fait partie du pôle Milité Centracte. Et ce comité de pilotage, l'idée c'est qu'à chaque fois qu'un thème est arrêté, pour une session de l'Agora, il associe aussi les groupes thématiques concernés et qu'après, évidemment, ce soit l'ensemble des insoumis qui participent. Alors, ce comité de pilotage a donc réfléchi déjà au fonctionnement général de l'Agora. L'idée, c'est qu'il va y avoir plusieurs sessions de l'Agora. Là, on a ouvert une première session avec un premier thème. Et l'idée, c'est qu'une Agora, elle aille toujours d'une assemblée représentative à une convention ou d'une convention à une assemblée représentative. Donc, je rappelle que par année, normalement, le mouvement de la France Insoumise, il a une convention, une assemblée représentative, à peu près à la moitié de l'année. Et donc, l'idée, c'est que l'Agora, c'est un dispositif qui s'écoule sur ce temps-là, sur une question donnée, qui permet au mouvement vraiment de creuser à tous les niveaux, au niveau des GA, au niveau de débats locaux, et aussi lors d'un point d'orgue
qui est un grand débat national avec participation d'insoumis tirés au sort et de membres des espaces. Voilà, creuser cette question-là. Donc l'idée, c'est que on a ce dispositif qui dure, on a une session qui dure d'une convention à une assemblée. À une assemblée, là, à l'assemblée, on a lancé le thème, il y a des premières phases de contribution, et puis à la convention suivante, il y aura l'adoption des actes de l'Agora. Alors le terme d'acte, on va y revenir. L'idée, c'était que ce soit un texte issu des débats et qu'on se laisse un maximum de souplesse sur la possibilité, sur la nature finale du document, mais qui doivent montrer quel a été l'état des discussions, l'état des points de convergence, éventuellement de divergence avec les invités qu'on a eus. Et puis ce point d'orgue, pour cette première session d'Agora, il aura lieu le 10 octobre prochain. C'est une session de débat national où nous invitons des invités extérieurs à la France insoumise et où des insoumis et des insoumises volontaires, tirés au sort, membres des espaces du mouvement également, interpellent, participent du débat. Et là, c'est toute cette nouvelle forme qu'on a inventée qui ne ressemble pas, on veut que ça ne ressemble pas à une table ronde classique, si je puis dire, où vous avez des intervenants experts ou des représentants politiques qui s'expriment, et puis 4 questions du fond de la salle à la fin, quoi. Là, le but, c'est pas que ce soit ça, donc on va y revenir. Alors maintenant, le thème stratégique pour cette première session de l'Agora. On a choisi comme thème quel rôle et quelle place pour l'État face à l'urgence écologique. Donc à partir de là, on a lancé aussi la discussion avec le groupe thématique planification écologique notamment. Pourquoi est-ce qu'on vous propose ce thème comme pour la première session de l'Agora? C'est l'idée que là, avec la crise sanitaire qu'on vient de vivre, puis économique et sociale dans laquelle on entre, on a vu ressurgir un certain nombre de questionnements sur l'État, sur la capacité de la puissance publique à intervenir notamment dans l'économie, et pas que l'économie, pour faire face aux urgences, à la question de la souveraineté sanitaire, mais pas que sanitaire, plus largement, industrielle à l'échelle nationale. Et finalement, ces questionnements ont été l'occasion pour la France insoumise de réaffirmer la centralité de la question de la planification, pour faire face non seulement aux crises qui adviennent, mais aussi pour faire face à la transformation, même à la bifurcation écologique et solidaire dont on a besoin si on ne veut pas que l'accumulation de ces crises nous mène à la catastrophe. Donc ces notions précieuses, on les a vues irriguer le champ politique. On a même finalement entendu les mots planification et souveraineté jusque dans la bouche de nos dirigeants, n'est-ce pas, ou nos gouvernants. On a même entendu Emmanuel Macron évoquer la souveraineté, et puis là maintenant on a une annonce qui est effectivement la mise en place d'un plan, enfin d'un commissariat au plan, etc. Donc on voit bien que ces notions elles irriguent le champ politique, et on voit bien qu'elles irriguent de façon plus ou moins non sans une certaine ironie, quand c'est justement tous les acteurs du démantèlement de l'État, tous les chantres du libéralisme qui remettent au goût du jour ces notions. Donc à nous aussi de les remettre sur le métier, d'y travailler, et puis de répondre aussi à tout ce qu'on voit surgir comme questionnement face à ces notions, questionnements qui sont parfois, il faut le dire, de mauvaise foi, parfois de mauvais procès, mais qui sont aussi parfois sincères, hein, qui viennent de gens qui réagissent face à la question de l'État, qui réagissent face à la question de la souveraineté, face à la question de la planification. Alors, il nous convient, nous, du coup, si on veut remporter la bataille culturelle, de s'armer collectivement, de débattre collectivement des réponses qu'on peut apporter à ces questionnements qu'il y a et qu'on entend sur nos positionnements sur l'État et la planification écologique. Du coup, cette session de l'Agora, sur le thème quelle place et quel rôle de l'État face à l'urgence écologique, pour nous, elle a 3 grands axes, si vous voulez. Le premier, c'est que c'est l'occasion quand même de faire un premier bilan de où en sommes-nous de l'urgence écologique, qu'on puisse entre nous harmoniser nos diagnostics, les diagnostics à adresser en 2020, sachant que les choses vont de plus en plus vite et qu'un certain nombre de choses, d'ailleurs, qu'on disait en 2017, d'urgence se sont accélérées. Il y a eu des effets d'emballement montrés par les derniers rapports du GIEC sur la biodiversité également. Et finalement, avec l'analyse des causes que nous, on trouve dans un système économique et social de production, de consommation, l'analyse des délais qui nous sont désormais impartis, de ça découlent les mesures qui nous paraissent devoir être prises, et puis leur degré de radicalité, d'urgence, etc. Donc il y a quand même ce premier pan qui est un peu le diagnostic, quoi. Bon, le diagnostic et puis les mesures à prendre. Et puis, deuxième grand pan, que peut
encore l'État. Et si je dis que peut encore l'État, c'est qu'on entend beaucoup face à nous des gens qui ont plein d'arguments pour nous dire que ça ne doit pas dépendre de l'État. Alors soit ceux qui vont être un peu les tenants de l'initiative individuelle ou de l'initiative privée contre la puissance publique. Alors pourquoi dire que la puissance publique, elle est décisive dans la lutte contre l'urgence, face à l'urgence écologique? Il y a aussi celles et ceux qui vont remettre en cause l'échelle de l'État, qui vont mettre en valeur d'autres types d'échelles, qui vont renvoyer à une dimension internationale, une dimension européenne, qui vont peut-être renvoyer à une certaine impuissance qu'aurait l'État, ou à l'inverse, qui vont parfois aussi aller jusqu'à un certain préjugé sur l'État qui prendrait des formes étatistes, qui s'opposeraient aux initiatives locales, etc. Donc ça nous amène au troisième. Donc il y a cette question de comment l'État dispose de leviers et est une échelle pertinente pour engager la conflictualité nécessaire, parce que si on fait le diagnostic clairement sur la crise écologique, il y aura derrière la question de la conflictualité à engager, notamment vis-à-vis des intérêts privés, comment l'État dispose d'outils pour cette bifurcation. Et puis, un troisième pan qui est quand même de se demander quel État, quelle puissance publique peut mettre en œuvre une planification qui soit bien sûr une planification démocratique, parce qu'on a aussi à répondre à toutes les interrogations, de plus ou moins bonne foi également, qui d'emblée évoque un étatisme, un caractère autoritaire de la planification. Donc comment est-ce qu'on peut penser une planification qui soit démocratique, qui articule différentes échelles, et quel type d'institution pour notre République et de fonctionnement de l'État pour que la délibération et le consentement à la bifurcation écologique aient lieu. Voilà. Donc c'est ce troisième pan un peu délibération collective. Donc voilà un peu les questionnements qui sont ceux dans lesquels on est d'ores et déjà engagé. D'ores et déjà engagé parce que, même si ça a pu vous échapper, on vous le pardonnera bien évidemment, l'appel à contribution a été lancé immédiatement à l'issue de l'Assemblée représentative. Alors le but n'est pas de faire des contributions écrites, évidemment on en a reçu une 50aine pendant l'été que j'ai lues attentivement. Bon, il y a une case qui est très importante pour nous, qui était la case conseil, référence bibliographique. Oui, vous m'entendez moins bien. Et c'était ça la première étape de ces contributions, c'est voilà, si vous voyez des documents, des ressources qui vous semblent importantes à transmettre aux insoumis, aux insoumises pour que le débat soit nourri de ces réflexions-là. Cet appel à contribution, il s'achève, j'aimerais qu'il s'achève le 30 août pour qu'on puisse, dès début septembre, publier un document de ressources documentaires, comme une liste de bibliographies, si vous voulez, qui sera évidemment pas exhaustive, qui sera pas, le but c'est pas que ce soit exhaustif ou dogmatique, mais que ça aide les GA à s'en saisir, accompagné d'un kit dont Maxime vous parlera pour vous aider à faire des débats, à préparer les débats dans le cadre de vos groupes d'action. Donc, je relance l'appel ici. Si même vous avez des références qui vous viennent évidemment en tête là, c'est soit sur le site que vous pouvez contribuer, mais c'est aussi possible de faire passer une feuille et que sur cette feuille, vous inscriviez vos noms, prénoms et que vous donniez surtout votre référence. Là, l'idée, c'est qu'on puisse consolider. Alors, évidemment, on ne prendra pas toutes les propositions parce qu'on essaye de donner une cohérence globale au document, hein, mais l'idée, c'est que ce soit des lectures ou des visionnages utiles sur cette question de l'État face à l'urgence écologique. Ensuite, viennent les étapes suivantes, donc début septembre, publication de ça, travail dans les groupes d'action. Le 10 octobre, séance qu'on a appelée séance inaugurale, mais on se dit là avec Maxime que l'expression prête un peu à confusion, mais qui est en gros le grand débat national qui aura lieu au Cabaret Sauvage, donc à Paris, le 10 octobre, avec des insoumis tirés au sort. Donc on a un lancement du tirage au sort, un appel à volontaires qui aura lieu en septembre. Et puis après, débat. À l'issue de ces débats-là, débats locaux que vous pouvez toutes et tous contribuer à organiser dans vos coins. Et puis, à la convention suivante, adoption d'un texte de bilan des actes de cette agora. Je vais passer la parole à Maxime pour qu'il nous détaille justement comment le groupe Milité Centrac va travailler à l'implication des insoumis et insoumises, comment vous, insoumis et insoumises, vous pouvez vous impliquer de différentes façons au cours de cette première session de l'agora. Bonjour à tous et merci Sarah. Donc avant de vous donner la parole, vous pourrez du coup poser des questions à la fois sur tout ce qu'a présenté Sarah et sur ce que je vais vous raconter moi. Donc je vais essayer de détailler un tout petit peu le calendrier à partir de maintenant.
Donc l'idée, c'est qu'il y a cette espèce de temps fort, donc on a appelé séance inaugurale pour l'instant, qui aura lieu le 10 octobre. C'est que dans cette séance, on réunira donc environ 150 insoumises tirés au sort. Je dis environ parce que voilà, avec les règles sanitaires qui s'imposent à nous, on va pas forcément pouvoir faire ce qu'on veut. Donc des insoumises tirés au sort qui seront volontaires quand même évidemment pour participer à l'événement et qui seront amenés à interpeller des invités, des gens qu'on aura sollicités donc à partir de maintenant, pour nous apporter leur éclairage sur les questions que Sarah a évoquées, et en particulier les 3 axes de la planification de l'État dans le cadre de la lutte écologique. L'idée, c'est que le matin, donc ce serait un samedi, le matin, on travaille avec les tirés au sort pour essayer de formuler les interpellations qui seront faites. Pour l'instant, l'idée, c'est de partir sur trois axes assez simples. C'est d'interpeller les invités en mode on a lu votre contribution et là, il y a une incompréhension. On aimerait que vous nous redisiez parce qu'il y a tel passage, franchement, l'idée, on ne voit pas. Un deuxième axe qui serait là, on a une objection. A priori, on n'est pas d'accord. Donc on voudrait ou lever l'incompréhension pour essayer de se mettre d'accord ou clarifier un désaccord. C'est aussi important et c'est aussi un des objectifs de l'Agora, c'est de voir avec qui on est d'accord et sur quoi. Et un troisième axe qui serait on a lu votre contribution, on a bien compris, on est d'accord et d'ailleurs on vous fait une proposition qui va dans ce sens-là, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc le matin on prépare ça ensemble et l'après-midi on interpelle les invités sur ce mode-là. Alors en amont, l'idée, c'est que dans les groupes d'action, à partir du mois de septembre, partout, on puisse se former collectivement déjà à toutes ces questions, à tout ce que ça implique, la planification écologique et les 3 axes. C'est quoi l'urgence à l'heure actuelle, que peut l'État et comment est-ce qu'on implique les citoyens. Donc on va tâcher de vous fournir des petits guides. Je dis guides, c'est des conseils pour essayer d'organiser des réunions de groupes d'action qui soient à la fois efficaces, conviviale, impliquante pour tout le monde, parce que la démocratie, c'est pas juste faire tourner un micro dans une salle, ou voilà, c'est parfois un petit peu plus compliqué que ça. Et il se trouve que alors nous, le pôle Milité Centracte, on essaye de développer des méthodes d'éducation populaire, et il se trouve que dans l'éducation populaire, il y a plein de choses qui existent déjà. Un truc que vous avez peut-être déjà fait, c'est la technique de l'arpentage, où à plusieurs, on arrive à s'approprier le contenu d'un texte, parfois très long, en peu de temps. Voilà, pour se faire une idée sur la question. Donc voilà, l'idée, c'est que les groupes d'action durant le mois de septembre s'approprient déjà un petit peu les concepts, partagent un vocabulaire commun, des analyses communes. Donc ensuite, il y a le fameux jour J, la séance inaugurale que j'ai déjà présentée. Et en aval, par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'après ce premier temps qui est quand même très interne, où déjà on se met un petit peu d'accord entre nous, on organise des débats publics alors, l'échelle, ça peut être la ville, ça peut être le département. On peut aussi faire appel peut-être à des invités, de nouveaux invités. On tâchera d'ici là de vous fournir peut-être une liste de personnes ressources un peu. Mais il n'y a pas de nécessité forcément à inviter des personnes ressources. L'idée, c'est qu'une fois qu'on sera sorti de cette séance inaugurale avec un texte qu'on appelle les actes, là, c'est qu'est-ce qui s'est dit, et où est-ce qu'on s'est mis d'accord, où est-ce qu'on s'est pas mis d'accord. Cette fois-ci, on aille en mode débat public auprès de la population, auprès des acteurs locaux, soit de forces politiques, soit de forces associatives, etc., des ONG peut-être, et leur dire, et vous, qu'est-ce que vous en pensez, et continuer le dialogue. Et puis la dernière phase, c'est à la convention qui aura lieu au mois de décembre. Il y aura une phase d'adoption de ce qui sortira. Voilà, c'est pas un texte, c'est ni une résolution politique, c'est pas un truc qui engage nécessairement le programme, mais c'est plutôt, je pense que vous avez compris, une réflexion globale des insoumis sur ces questions-là et qui permettent de pointer où est-ce qu'on en est sur ces réflexions, sur quoi est-ce qu'on est d'accord, sur quoi est-ce qu'on est d'accord pour pas être d'accord avec les autres, et sur quoi est-ce qu'il reste des sujets à creuser, quoi. Voilà. Je crois que j'ai... Oui, juste, je me rends compte que tu as évoqué les contributions des invités. Alors, dans notre monde idéal, donc pour l'instant, je n'ai pas d'invités à vous annoncer parce qu'on est en train d'y travailler. On travaille à les scénarios.
y compris des scénarios où on a des invités membres d'autres organisations politiques avec lesquelles nous avons à parler écologie, par exemple. Donc pour l'instant, voilà, je ne peux pas vous annoncer exactement, mais l'idée c'est que début septembre on puisse l'annoncer. Et si les invités jouent le jeu, on aimerait leur proposer de nous faire une production pour l'Agora, c'est-à-dire qu'on reçoive en amont un petit texte ou une petite vidéo qui soit une forme déjà un parcours des 3 questions qui permettent en fait aux insoumis, aux insoumises de se sentir très impliqués dans ce débat-là en se disant mais voilà, un tel, une telle qu'on a invité a envie de nous parler de ça, a envie de nous raconter ça, qu'est-ce qu'on a envie de lui répondre, qu'est-ce qu'on a envie de lui poser comme question. Hein, c'est ça, c'est l'idée, c'est on se donne plus de temps que lors d'une table ronde ponctuelle pour vraiment creuser une question, de venir fourbir nos arguments et puis aussi savoir quels sont les points de nuance, de divergence ou les points à creuser ou d'achoppement ou à creuser dans nos discussions avec d'autres. Voilà. Peut-être que on peut, voilà. Alors je ne sais pas comment ça marche avec le micro qui passe. Voilà, vous levez la main si vous avez une question, je vous amènerai le micro. Bonjour, Philippe Wallace. Voilà, je me présente. Quelle est la différence entre les 3 pôles de distinction réellement, quoi? Voilà, c'est un peu là une question vaste, mais bon, voilà. Merci. Tu veux répondre maintenant? Quand tu disais les 3 pôles axes, c'est les 3 axes que j'ai cités sur... Alors, ok, donc tu fais bien de te repréciser, d'accord. Alors, l'Assemblée représentative et les conventions nationales du mouvement, c'est des instances internes du mouvement qui réunissent des participants qui sont tirés au sort. On va garder le même principe de 2 tiers de tirés au sort, 1 tiers de membres des espaces. Mais l'idée, c'est que les assemblées et les conventions, jusque-là, elles traitent justement des questions qui sont, par exemple, les questions de stratégie électorale du mouvement ou, par exemple, de fonctionnement du mouvement. Il y a eu, par exemple, à l'Assemblée représentative, on a adopté un certain nombre de textes sur des évolutions de fonctionnement du mouvement. Celle de l'an dernier, il y a eu un grand chantier d'évolution, la mise en place de comités, etc. Donc ça, c'est vraiment les instances internes du mouvement. Ce qu'on veut pour l'Agora, c'est qu'à chaque Agora, il y a un thème stratégique qui est traité, et qui est un débat. Voilà. Donc j'espère que ça clarifie un peu entre des instances internes et vraiment là ce qui est un dispositif de débat et de débat qui s'ouvre sur l'extérieur pour avoir ce dialogue. On a oublié de préciser que le but, c'est que, par exemple, la séance qu'on appelle séance inaugurale du 10 octobre, elle sera retransmise en ligne et il y aura, surtout qu'on s'est maintenant formé sur ces questions-là, il y aura une possibilité de participer. On va essayer de faire des tables numériques comme pour l'Assemblée représentative pour qu'il puisse y avoir aussi quelques participants numériques. Voilà. Je continue de faire passer le micro et puis je fais passer une feuille. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous avez des propositions de références qui soient ou des lectures ou des vidéos, ça peut être des supports différents sur les questions qu'on a évoquées là, vous écrivez sur la feuille, on la fait tourner, on la récupère à la fin, puis on verra dans quelle mesure on peut compléter la bibliographie. Tac. Vous laverez les mains évidemment après. Oui, Leïla. Je suis militante de la gauche révolutionnaire et je suis à la France Insoumise. Moi, j'ai 2 questions. D'abord, j'ai du mal à comprendre comment... Enfin, pour moi, les débats stratégiques sont importants et je pense que la question de l'État et la question de la planification dans le cadre notamment de la question de l'environnement et de la lutte contre la destruction de la planète, c'est un enjeu central. Mais qui s'est vu aussi à d'autres moments là récemment, y compris sur des éléments. Il y aura d'autres débats dans les amphis, mais sur les aspects des entreprises, du contrôle de la production des médicaments, la nationalisation des entreprises et tout ça, donc du rôle de l'État et de quel État
Ce qui m'interpelle un peu, c'est que si on a des actes, nécessairement, ça a un impact sur le programme. Alors ça doit être discuté, mais j'ai du mal à dissocier les deux. Parce qu'en fait, notre discussion, elle part pas de rien. Il y a l'avenir en commun, il y a les débats entre... Il y a eu l'avenir en commun, il y a toujours l'avenir en commun. Il y a les débats qu'on peut avoir dans nos GA. Et puis, il y a ces points thématiques qu'on veut approfondir parce qu'ils deviennent cruciaux. Parce qu'en réalité, la question qui se pose, c'est quand même capitalisme ou socialisme, pour moi. De manière... on peut en parler dans toutes les formes qu'on veut, mais c'est ça qui est le fond du débat, et comment on le transmet plus largement, et qu'est-ce qu'on entend par ça. Et donc, effectivement, ça nécessite un débat stratégique, je suis d'accord, dans l'AFI. Donc, c'est ces éléments-là qui me posent question, c'est de savoir comment il y a une corrélation pour que si les GA en discutent, ça a forcément un impact sur comment tu te positionnes. Je sais pas, moi, dans ma ville, j'ai Lubrizol. Qu'est-ce qu'on en fout de cette usine? Oui, bref. C'est ce type de débat qui doivent pouvoir nous permettre d'avancer. Et on ne part pas non plus de rien. Donc, sinon, j'ai peur que ça fasse un peu un truc comme le jour d'après, ou je ne me souviens jamais comment on dit, vous voyez, et qu'il n'y ait pas de suite pour aider plus de monde à s'engager dans la bataille à nos côtés ou plus largement. Ça tombe bien, j'ai quelques petites réflexions à faire. D'abord sur les propositions de thèmes. Je sais qu'il y a, dans l'AFI, il y a quelques sujets qui sont clivants. Il y en a très peu en fait. Il y a beaucoup de sujets qu'on peut avoir où il peut y avoir des désaccords, mais qu'on arrive à débattre correctement et intelligemment. Il y a aussi des sujets qui sont clivants. Je vais en prendre qu'un, et qui, moi, me touche à cœur. C'est le problème de la condition animale. La façon dont c'est abordé dans l'AFI, je trouve ça ignoble aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a un lobby qui veut interdire à un certain nombre de personnes d'avoir des pratiques. Je pense qu'on a tout intérêt à mettre en place des débats qui permettent d'échanger. Aujourd'hui, en fait, il y a eu le 214, il n'y a pas de pêcheurs. Et moi, ça me gêne. Je pense que l'Agora peut permettre justement de commencer à développer ce type... on ne va pas faire de débat entre les véganes et les pêcheurs ou les chasseurs, c'est pas ça le problème. Mais le rapport qu'on a à l'environnement et à la protection animale, à la condition animale, on a intérêt quand même à avoir un débat un peu apaisé, un peu serein, quoi, qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est impossible de discuter de ce sujet-là, quoi. La deuxième chose, c'est que, moi je pense que l'Agora peut aider aussi à aborder un certain nombre d'autres thèmes. Je pense par exemple au populisme de gauche, qui est le fondement de la stratégie qu'on a, en fait, la stratégie du mouvement citoyen, quoi. Alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ça, je pense. D'où les échecs ou les difficultés. Je ne vais pas parler d'échecs, je préfère parler de difficultés qu'on a à mettre en œuvre, par exemple, des pratiques militantes nouvelles. Je pense que les difficultés qu'on a eues au municipal, par exemple, dans un certain nombre de villes où il y a beaucoup d'incompréhension. Et je pense qu'on a tout intérêt à développer ce type de thème. Moi, je pense que... Alors, on va faire, nous, dans le Lot, on fait une fête tous les ans. Là, on va faire la 5e, on va avoir deux thèmes. Le Militer sans tract, ça c'est une formation, etc. Et puis, on va avoir un débat sur le populisme de gauche, parce qu'on s'aperçoit d'un truc, c'est que la stratégie citoyenne, elle n'est pas si simple que ça, elle n'est pas très bien comprise. Et on a souvent... comme on a aussi des militants qui sont, ancrés dans des anciennes pratiques, ce qui est humain d'ailleurs, on a souvent la tendance à vouloir recréer des pseudo-unions de la gauche, etc., qui ont échoué, quoi. Donc on a ce type de difficulté, je pense. Alors la troisième chose, là, une réflexion. Je m'excuse d'être un peu, un peu direct, mais je pense que si l'Agora, ça reste un truc de Parisien, ça ne va pas le faire. Voilà. Je suis direct, Non, tu fais bien. Peut-être je réponds déjà sur ces deux remarques. Je trouve que les questionnements, ils montrent bien que là, on est en train de s'approprier, de construire ensemble un nouvel objet, et qu'on essaye aussi déjà de le distinguer des conventions, des assemblées, et de voir son articulation. Tes remarques sur la question du programme, elles sont évidemment centrales. Précisément, moi, je préfère qu'on parte de l'idée que l'Agora n'est pas le cadre dans lequel auront lieu la réactualisation pratique finale du programme et les débats autour de ça. Parce que c'est pas, disons, le mandat de l'Agora, et aussi parce que du coup, ça donnerait même un temps trop... Enfin, il y aurait un certain nombre de choses à creuser tellement précisément pour que ce soit un programme que c'est pas l'Agora qui le permettrait.
dans la façon dont on l'a conçue, avec des termes très larges et avec des discussions avec les autres. Par contre, je suis à 100% d'accord sur le fait que on a bien conscience que ces discussions dans l'Agora, les actes, ils vont bien souligner un certain nombre de choses qui émergent. Et si je ne l'ai pas suffisamment dit, ça se verra tout de suite dans les documents qu'on va produire. On part de ce qu'on est, de ce qui nous réunit, de l'avenir en commun, des productions du mouvement, des productions des groupes thématiques du mouvement, des productions des parlementaires. Et le document, les ressources documentaires qu'on va donner, ça fera peut-être un peu... c'est peut-être un peu bête, mais la première partie, c'est déjà toutes les productions du mouvement, et y compris les auditions du mouvement, qui a auditionné un certain nombre de personnes sur ces questions-là. Et donc, ce qui permet de savoir déjà qu'est-ce qui est dans notre programme, de se réapproprier qu'est-ce qu'on dit jusque-là, ce qui n'empêche pas du tout que dans ce qu'on dise jusque-là, il y ait des nuances ou qu'il y ait des points justement de choses qui ne sont pas dites et qu'il faut préciser. La question, ce que tu dis, la question des nationalisations, la question de comment on conçoit dans l'entreprise, je pense que typiquement, et ça peut même être creusé après par des agoras qui auraient d'autres thèmes, par exemple le thème du travail ou d'autres thèmes qui pourraient être posés par la suite. Hein. Donc voilà, je pense que les actes, il faudra que nous, on trouve cette forme qui restitue les débats, restitue les points, y compris les débats qu'on a eus avec l'extérieur. Moi, je pense que c'est important, quoi. Je pense que les militants, on est interpellés parfois, par exemple, par des militants écologistes, que ce soit LE, que ce soit... d'associations animalistes, que ce soit, enfin voilà, voilà, qu'est-ce que nous on a travaillé comme argument, pourquoi est-ce que nous l'intervention de l'État elle est importante, mais quel type d'État et quelles sont nos réflexions là-dessus, voilà, donc c'est sûr qu'ensuite ça aura armé le mouvement pour avoir conscience de ce qu'il faut travailler dans le programme, voilà. Mais je préfère dire que c'est dissocié, bien le dire clairement, que ce soit entendu pour pas que ça crée des attentes qui sont pas les bonnes. Sur la question des thèmes et des sujets clivants, moi je pense que les nuances et les clivages qu'il peut y avoir entre des insoumises, c'est évident qu'ils vont s'exprimer dans le cadre de l'Agora, et le but c'est qu'on arrive à trouver les formes par lesquelles ils sont entendus, ils sont exprimés. C'est pas la même chose encore que de trancher des questions de programme, voilà. Et typiquement, tu vois, typiquement, l'Agora te permettra d'organiser, tu vois, le débat, mais en suivant, si tu veux que ce soit dans le cadre de l'Agora, en suivant cette grande question, moi j'aimerais savoir justement, je sais pas ce que pense L214 sur la question de l'intervention de l'État, par exemple, et voilà, ça peut être des débats. Après, évidemment que l'Agora n'est pas exclusive d'autres thèmes de débat. Je veux dire, si localement vous voulez faire un débat sur le populisme de gauche et que c'est pas le thème qui a été retenu pour l'Agora, évidemment, il n'y a pas de... Voilà, on va le faire. Non, mais je veux dire que ce soit clair, quoi. L'idée, c'est que la prochaine convention, on adopte le thème de l'Agora suivante, quoi. Donc il y en aura plusieurs, mais on pourra pas... ce ne sera pas le lieu exclusif, c'est certainement pas le lieu exclusif de débat dans le mouvement. C'est pas le lieu de... Certains débats n'auront jamais lieu dans le cadre de l'Agora. Donc la finalisation du programme, c'est pas le cadre de l'Agora. Et les débats électoraux, je le dis tout de suite comme ça, voilà, notamment sur les questions... qui peuvent découler de populisme union de la gauche, donc les questions de type électoral aussi, c'est pas dans le cadre de l'Agora que ça se jouera. Et je vous renvoie à, il y a juste après, dans cette même salle, je crois, une présentation du dispositif élection régionale départementale qui pourra beaucoup mieux vous en parler que moi. D'autres questions, remarques ? Très bonne remarque. Oui, bonjour. Moi, je me réjouis effectivement de l'existence de l'Agora et l'existence de ce thème qui me semble assez central. Hein. Donc, tel que je le comprends, la question qui est posée, c'est comment penser et réaliser la transition écologique nécessaire, avec à la fois l'urgence, mais également un horizon plus large, me semble-t-il, de réflexion sur vers quel type de société on veut aller, dans la mesure où dire on veut la transition écologique, en soi, ça ne dit rien, transition vers quoi? Donc, première question, je pense, qui mériterait d'être versée au débat, hein, comme on dit, hein, c'est est-ce que notre horizon commun du type de société est celui de l'écosocialisme ou pas? Je crois que ça concentre un certain nombre de choses et je pense que ça mériterait d'être mis précisément en réflexion commune.
Autre chose, si on se place du point de vue donc des instruments de pensée, de réflexion sur le sujet, je pense qu'on s'accordera pour dire que, en gros, une écologie de marché, décidément, non, ce n'est pas ça qui permettra de faire face aux urgences écologiques et sociales. Le thème de l'État, effectivement, je pense qu'il sera entre nous controversé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on vient, y compris de traditions politiques pour parties différentes, et que le rapport à l'État, effectivement, par définition, d'une certaine façon, mais c'est lié à toute l'histoire du mouvement ouvrier social, il est précisément en débat. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on ne s'en sort pas simplement en disant on est pour la planification. Je pense qu'on est, et je suis pour la planification écologique, démocratique, etc. Mais de ce point de vue-là, je pense que le lien entre un certain type de critique nécessaire de l'État, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, l'État néolibéral est le meilleur agent d'instauration du marché écologique. Mais plus profondément, parce que tout État, d'une certaine façon, mais c'est un point de vue que je défends là et qui sera argumenté, j'espère, dans le débat, tout État se place au-dessus de la société et d'une certaine façon en rupture avec toute une aspiration et une auto-organisation démocratique. Donc je pense que l'une des questions qui nous est posée, c'est quel rapport à l'État et quel rapport aussi avec des institutions qui soient celles qui émanent de l'auto-organisation de la société et, je rajouterai pour ma part, de l'autogestion de la société. Une autre intervention, question? Ouais. Merci. Oui, j'avais envie de poser une question concernant le rôle de l'État qui touche à l'aspect économique de la bifurcation. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on parlait plutôt de transition écologique. Quand on parle de transition, ça veut dire qu'on a dans l'idée de réfléchir sur les mécanismes qui vont permettre cette transition. Quand on parle de bifurcation, il me semble qu'on change un peu de registre. Ça veut dire comme si il suffisait de changer de cap. Mais bon, quand on fait du bateau, on sait que changer de cap, des fois, c'est une opération périlleuse. En tout cas, il y a des prérequis, il y a des choses à mettre en place. Dans le cadre, même si on est contre la mainmise totale du marché, on ne peut quand même pas oublier le fait qu'il y a des contraintes économiques. Il y a des contraintes économiques, ne serait-ce parce qu'on n'est pas totalement indépendant sur plein de domaines énergétiques et autres. Donc ça veut dire qu'on est quand même obligé de faire avec la question économique. On ne peut pas la gommer complètement. Et du coup, ce qui manque, à mon avis, complètement dans ce cadre-là, c'est la réflexion sur qu'est-ce qu'on met en place comme procédure économique. On a vu qu'il suffisait de 10% de chute du PIB pour mettre le pays à mal, pour créer des millions de chômeurs, etc. Donc je pense que c'est une réflexion, on ne peut pas y couper. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'il suffit de dire l'aviation, on n'en veut pas, etc., pour mettre au chômage les milliers d'ingénieurs qui travaillaient là-dessus, et on ne peut pas non plus dire simplement ils vont se recycler et travailler à la terre. C'est absurde. Donc il y a un vrai boulot à faire sur l'économie. Et malheureusement, les économistes dans la France Insoumise, on ne les voit pas, quoi. Enfin, en tout cas, moi personnellement, j'ai connu des économistes, je n'en connais plus. Alors, pour finir, je ne veux pas être trop long, mais tout le monde a en tête, en 2017, la conférence de presse qui avait mobilisé pas mal de journalistes et une après-midi entière, au cours de laquelle avait été détaillé le programme économique, le chiffrage qui avait impressionné tout le monde. Je pense qu'il est absolument indispensable de se préparer à faire la même chose concernant effectivement tout ce qui touche à la bifurcation. Peut-être juste quelques mots. D'abord, oui, je transmettrai évidemment au pôle programme, et je suis parfaitement d'accord que ce chiffrage qui a été une belle réussite en 2017, ce serait vraiment absolument dommage de ne pas le reproduire en 2022, mais à ma connaissance, il n'est pas question à cette heure de se passer de ce genre de dispositif, ni même de se passer d'avoir des économistes qui, je crois, sont au travail dans la France Insoumise. Mais par contre, je pense que ce que tu as pu dire sur
la question de la transition et de la bifurcation. Je pense que c'est typiquement des questionnements en s'efforçant qu'ils ne soient pas que des questions qu'ils ne deviennent pas des questionnements sur les mots, mais c'est des questionnements importants sur notre rapport justement à l'urgence écologique, à la temporalité de la transition et la temporalité de l'urgence, etc. Et je pense que ça fera partie des discussions voilà, qui auront lieu dans le cadre de l'Agora, tout comme le camarade là-bas, que j'appelle camarade, il est peut-être d'ailleurs du parti de gauche, mais en tout cas il est éco-socialiste, je ne sais pas si... dans les ressources qui seront transmises dans la bibliographie, tu auras le plaisir, je pense, de voir qu'il y a un certain nombre de références éco-socialistes et de références à l'écosocialisme. Je pense que typiquement au sein de la France insoumise, il y a plein de personnes pour qui l'écosocialisme ne signifie pas forcément grand-chose, et donc c'est important aussi d'avoir du coup les textes et les lectures nécessaires pour se dire est-ce que je me sens, est-ce que je me dirais écosocialiste ou pas, ou est-ce qu'on peut dire que notre projet de société il est écosocialiste. Et sur la question du rapport à l'État, c'était en très gros ce que moi je présentais sous la forme de l'axe 3. Je pense qu'il y aura des discussions bien sûr très importantes sur la place à donner à l'État, mais surtout sur la nature même de l'État, sur le rapport État-société, et que évidemment, je crois que vous avez déjà un peu entamé le contenu des débats, quoi. Ça montre, enfin moi je le vois comme une confirmation que il y aura de la discussion. Et sur la question sur que ce soit pas parisien, c'est toi qui disais ça. Oui, c'était pas pour échapper. Alors ça a lieu. La séance inaugurale, elle a lieu à Paris. Pour le coup, en fait, vous vous doutez bien que là, sur les questions sanitaires et tout, en fait, il fallait réserver une salle pour le 10 octobre. On ne sait même pas quelle jauge on va avoir, etc. Donc, c'était pas très simple. Mais le tirage au sort, comme tous les tirages au sort au sein de la France insoumise, pour les assemblées représentatives et les conventions, etc., il est sur l'ensemble du territoire, hein, sur la base des volontaires qui voudront participer à l'Agora. Donc, évidemment, c'est toujours un échec quand on se retrouve avec un tirage au sort qui fonctionne sur l'ensemble du territoire, mais qui a beaucoup de copains et de copines qui n'ont pas pu se déplacer, etc., et qu'on se retrouve avec trop de locaux. Voilà. Et donc il y a la question, effectivement, c'est une question qui sera posée, hein, la question du remboursement des participants, des trajets des participants et participantes, oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres... On peut peut-être faire un petit test pour savoir si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà envie d'être volontaires pour être tirés au sort pour participer au débat national. Voilà. Est-ce que vous êtes tous des Parisiens et des Parisiennes? Non? Eh ben, donc ça va bien se passer. Oui. Je te renvoie à la plateforme sur laquelle tu trouveras à la page Agora, mais par contre sur le dispositif, donc il y aura un lancement du tirage au sort en septembre pour participer au débat du 10 octobre. Mais par contre, l'ensemble du mouvement, tous les insoumis et les insoumises peuvent y participer, y compris localement, dans leur groupe d'action, ou ensuite en organisant des débats, si possible, un peu plus gros que groupe d'action, à l'issue du premier débat national. Est-ce qu'il y a des gens qui sont volontaires pour organiser localement des débats, c'est-à-dire qu'ils ne seront peut-être pas participants du débat du 10 octobre, mais qui auront envie. Voilà. Alors donc il y aura un appel à volontaires. On va l'ouvrir dès maintenant. Vous recevrez peut-être pas de nouvelles tout de suite parce qu'on attend d'avoir les réponses des volontaires. Et puis s'il y a deux copains, copines qui sont vraiment pas loin sur la même région, on les met en contact pour qu'ils organisent ensemble le débat, quoi, pour qu'on voit un peu quelles sont les échelles pertinentes. Mais il y aura un appel à volontaires pour organiser ça localement. Et nous, on se chargera, avec Maxime, on se chargera aussi de l'accompagnement de ces débats-là et de comment donner des ressources documentaires, mais aussi matérielles, humaines, peut-être en lien avec les groupes thématiques. J'en profite pour dire que celles et ceux d'entre vous qui seraient membres des groupes thématiques afférents à la question de l'État face à l'urgence écologique, hein, les groupes thématiques pouvaient faire des contributions collectives. Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup, mais c'est normal, c'est le cœur de l'été. Mais en tout cas, n'hésitez pas à pousser, à donner au moins des conseils de lecture pour qu'on ne passe pas à côté de la référence du groupe Forêt que j'aurais pas, voilà, que j'aurais pas reçu. Donc, oui, c'est ce qu'on est. Nous, on va essayer de mettre en place, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des intervenants de l'Agora.
soit du comité de pilotage de l'Agora, ou soit surtout des groupes thématiques afférents qui auront des choses à dire pour guider le débat. Ouais. Moi, je vais te donner la parole, mais du coup, pour d'autres prises de parole, est-ce qu'il y a, comme moi, je vais m'occuper plus de l'aspect un peu méthodo et conseils pratiques et comment ça s'organise, est-ce qu'il y a des recommandations, des idées de comment ça peut se passer ou des points de vigilance forts de votre expérience? Par exemple, pour le premier temps de discussion dans les groupes d'action sur les textes, voilà, si vous avez là... ou des points de vigilance parce que vous l'avez déjà fait et puis ça s'est pas très bien passé, vous avez une suggestion à faire, ou vous avez déjà de l'expérience vous-même d'appropriation collective de connaissances comme ça et que ça vous semble fonctionner et que vous avez envie de le partager. Moi, on a des idées, hein, mais on est ouvert à en prendre d'autres, quoi. Voilà. Oui, bonjour. Je vais vous laisser le... sur le renouvellement en quelque sorte des énergies et une vraie transition écologique, la forêt est un élément très très intéressant, tout à fait incontournable, qui est aujourd'hui totalement faussé par les marchés internationaux, et souvent malheureusement les erreurs passées liées pour part à l'ONF à l'époque, où on a fait des coupes rases importantes, on a changé, on n'a pas mis d'une diversité d'espèces suffisante, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de forêts sont extrêmement menacées avec le réchauffement climatique. Et surtout, le biotope et l'humus au pied des arbres et tout ça est absolument très, très abîmé. Donc, il y a ce qu'on appelle la futée régulière et la futée irrégulière, la futée irrégulière permet d'éviter toute coupe rase, de préserver le biotope, de préserver l'humus, d'amener une meilleure diversité dans les forêts. Et si on joint permaculture et forêt, c'est encore meilleur du point de vue de la résistance aux chaleurs, du point de vue de la résistance à la chaleur et de façon générale. Par ailleurs, le bois a un potentiel pour la transition énergétique qui est extrêmement important, parce que l'énergie aujourd'hui la moins chère et quelque part qui nous vraiment dégage du pétrole, c'est le broyat de bois. Après, c'est le granulé de bois, mais le broyat de bois, c'est les plaquettes, ce qu'on appelle, c'est quelque chose qui est extrêmement... C'est l'énergie la moins chère et qui est d'une efficacité extraordinaire pour beaucoup de communes. C'est tout à fait intéressant. Donc, à plein d'égards, le bois qui a une structure moléculaire, il a une structure moléculaire qui est celle du pétrole, mais où il n'y a pas de soufre dedans. Et il a une capacité donc de remplacement du pétrole qui était déjà connue dès 1978 au congrès de la foresterie à Jakarta, et par Irving Goldstein. Et c'est important de voir ce qu'on pourrait faire encore aujourd'hui, qui n'a pas été fait parce que les Canadiens n'ont pas voulu, et les Américains ont voulu laisser dominer le pétrole et non pas le potentiel de bois qui, lui, est éternellement renouvelable. Voilà. Merci. Je ne sais pas si tu as pu... pardon, je passe moi. T'as mis une référence sur le papier qui est passé ? Sinon, il va repasser. Il y a la feuille qui circule pour mettre des propositions de lecture ou de vidéo. Qui est-ce qu'il a ? C'est une petite feuille avec marqué. Elle est là-bas. OK. Et sinon, tu peux aussi faire une contribution sur le site directement, parce que la feuille qui circule, je sais que c'est pas forcément ce qui est le plus... Mais là, pour l'instant, il n'y a pas eu de synthèse. Si tu fais, en tout cas, des propositions de référence. Et sinon, pour ce qui est de la question de la forêt, moi, je t'invite à te rapprocher, si ce n'est pas déjà fait, du groupe forêt et du groupe énergie, vu que... Voilà. Si c'est... Non. Sur l'organisation concrète des débats dans les GA, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais avec le confinement et
le mois de juin, il y a eu pour un certain nombre d'entre vous peut-être des campagnes électorales pour le deuxième tour. Je sais pas, enfin en tous les cas, ça a été compliqué que les militants se retrouvent, même pour des raisons tout simplement de sécurité sanitaire. Et donc c'est vrai que c'est difficile de faire ça que par mail, enfin d'engager, enfin c'est même pas possible, mais je veux dire juste d'informer par mail c'est une chose, mais je pense que ça mériterait un temps un petit peu, même si c'est court pour le 10, mais à la limite le 10 c'est un premier pas, quoi. Je pense que ça mériterait quand même qu'on ait un peu de temps dans les GA pour pouvoir proposer des choses sans faire des plans gigantesques sur le mode d'organisation, mais pour que les gens puissent tout simplement peut-être se poser ces questions-là un peu collectivement, quoi. Ça me paraît important. Et je pense que comme truc programmatique, je vais y arriver, en bibliographie, je pense que De l'État de Lénine, c'est un texte qu'il faut lire. Bonjour. Moi, je voulais parler sur l'eau. L'eau qui est quelque chose vraiment qui se déroule, on va dire. On parle des forêts, mais bon, s'il n'y a pas d'eau, si l'eau est acide, automatiquement, la forêt, malheureusement, l'arbre, lui, il ne peut pas se... Donc, c'est ce déroulement-là que je voulais aussi interpeller. Voilà. Et ça tombe bien parce que c'est un sujet qui va être... qui est vraiment mis sur la table en ce moment par la France Insoumise et qui va être un vrai sujet de réflexion tous ces prochains temps. Et donc, évidemment, ça fera partie des débats de l'Agora aussi. Et sur la temporalité, je pense que dès début septembre, on va faire une invitation au GA. Et à chaque fois, c'est toujours ça, il faut qu'on donne des choses qui permettent aux GA et aux gens de s'emparer des outils. Et il ne faut pas que ça se fasse ni sous la contrainte en disant aux gens, voilà, vous avez 2 semaines pour réunir vos GA, pour en discuter. Tous les GA n'auront peut-être pas envie de participer à l'Agora et il n'y a aucun souci. Et par contre, de savoir que ça commence et que ça va jusqu'à décembre et que du coup, s'il n'y a pas eu trop de réunions avant le 10, peut-être qu'on peut se faire un visionnage collectif du débat du 10 et puis après se faire des réunions. Voilà, bon, c'est juste que ça enclenche le processus, quoi. Juste un mot sur... parce que la bibliographie, elle risque d'être copieuse, quoi. Et en même temps, c'est bien, et en même temps, faut pas être effrayé. C'est pas vrai que tous les GA de France vont réussir à s'approprier tous les éléments de la bibliographie, et en fait, c'est pas grave. Ce qui va être important, c'est que vous vous mettiez d'accord dans votre GA sur peut-être les 2-3 éléments sur lesquels vous avez vraiment envie de vous former. Et puis en fait, ce qui va faire la richesse de l'Agora, c'est justement que tout le monde n'aura peut-être pas choisi les mêmes références et que les tirés au sort, quand ils vont venir le 10 octobre, ils vont arriver chacun avec peut-être la discussion qu'ils ont eue dans leur GA et des questions pour les invités qui seront complémentaires, quoi. Voilà. Il faut voir alors sur le calendrier, c'est difficile de bouger maintenant, mais par contre sur la forme, ça va être quelque chose d'assez souple. Et nous, les outils qu'on va vous donner pour essayer d'organiser aussi vos discussions, ça va peut-être se présenter, je ne sais pas encore, mais ça va peut-être se présenter sur la forme d'un tableau à remplir. Mais c'est plus pour aider. Si on ne remplit pas toutes les cases, c'est pas grave. Si on a décidé de barrer le titre d'une case pour le remplacer par une autre, c'est pas très grave. Voilà, il faut juste qu'à la fin, nous, on arrive à en faire quelque chose. Et surtout que c'est surtout vous aider dans le premier temps d'appropriation. Voilà. Si je comprends, mais il y a des difficultés, quoi. On rentre dans une période, il va y avoir des échéances. Ah oui, d'accord, il faut vraiment l'approcher près. Hein. Je m'excuse, mais j'ai un masque sur la gueule, quoi. Comment dire, on rentre dans une période qui va être très compliquée du point de vue des emplois du temps des GA. On ne va pas réunir les GA toutes les semaines, ça c'est du pipeau. Hein. On rentre dans une période où il va y avoir les régionales, où il y a les élections départementales, et tout de suite derrière, on va être dans la campagne des présidentielles. Hein. Et le vrai problème, c'est l'articulation qu'on peut avoir entre les initiatives à caractère politique et les débats théoriques qu'on peut avoir, quoi. Et c'est vrai que ça ne va pas être simple. Si vous aviez des idées, ça m'arrangerait. Oui, toujours le même chantier. Compliqué d'organisation. Non, mais dans le mouvement, c'est que
vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des élections très régulièrement dans notre pays, et quelles que soient les critiques qu'on puisse faire justement sur ces élections, ces échelons et ces institutions, et c'est une des tâches du mouvement d'y participer, et ça fait qu'il va y avoir un calendrier qui vous sera présenté dans cette même salle tout à l'heure, les élections régionales. Et nous, c'est une des tâches de la coordination des espaces, de s'interroger, et ça va être un chantier là à la rentrée, de bien reprendre le calendrier, parce que je sais qu'il n'y a rien de plus... c'est pas la peine d'envoyer un mail au GA où on leur explique qu'il faut qu'ils fassent 4 réunions dans le mois, et je vois très bien ce que ça a de démobilisateur. Et en même temps, c'est aussi une des forces de notre mouvement de proposer des types d'implications différents. Ce qui fait que y a peut-être dans des GA des endroits où les gens ils auront juste envie de faire des apéros de rentrée au mois de septembre, et ce sera ça. Peut-être ils feront un apéro de rentrée, mais ils feront une demi-heure de compte-rendu de lecture parce qu'il y a machin qui a lu un des textes de la biblio qui a envie de faire son compte-rendu de lecture, une demi-heure, discussion, puis après on boit des coups. Peut-être qu'il y a des endroits où ils diront non mais moi j'ai vraiment envie de partir à l'assaut des régionales, d'être candidat, et donc ils vont parler que de ça. Donc voilà, il faut que nous, notre tâche, c'est d'essayer de fournir aux insoumis, aux insoumises, des types d'implications, des campagnes aussi. Il va y avoir une campagne sur l'emploi, il va y avoir une campagne sur l'eau. Je sais que l'ensemble des campagnes, souvent, ça fait beaucoup, mais n'empêche que ça permet aussi, c'est aussi une façon de permettre aux insoumis, aux insoumises, localement, de décider, de s'emparer des outils pour décider de la campagne qu'ils ont envie de mener, de l'implication qu'ils ont envie. Et c'est peut-être pas les mêmes qui auront envie d'être à fond dans les élections régionales, d'être à fond dans l'Agora, d'être à fond sur tel type de campagne. Et il faut qu'on fournisse tout. Mais je suis bien consciente que quand on envoie un mail avec faites une réunion départementale, une réunion locale, une réunion d'Agora, et ça peut être démobilisateur. Il faut qu'on fasse attention à ça. Il faut qu'on montre que c'est des possibles dans le mouvement, mais et puis qu'on évite les chevauchements trop importants. Est-ce que c'est l'idée comme ça, là? C'est bon? Voilà. En fait, vu qu'il y a eu les Gilets jaunes, qu'il y a des tas d'associations, d'écolos, de mouvements sociaux, plein de gens qui se regroupent sur des tas de thèmes qui nous sont communs, pourquoi ne pas, si c'est possible, d'ouvrir? Parce que, par exemple, on s'est retrouvés pour plus jamais ça, non-retour à la normale, et on s'est retrouvés sur notre petit rond-point, là, avec beaucoup de gens, il n'y en avait jamais eu autant. Donc je me dis, ces gens-là, on va les retrouver, c'est des militants, et pourquoi, nous, on a des propositions qui pourraient réellement les intéresser, et c'est l'occasion d'ouvrir et pas de rester, parce que nous, on n'est pas nombreux dans notre petite région, là, et plus, voilà, quoi, juste ouvrir si c'est possible. Bien sûr, aucune objection. Au contraire, la seule question, c'est il faut se sentir prêt. C'est-à-dire que nous, on a proposé plutôt un calendrier qui permet dans un premier temps une discussion en GA, et puis après des débats avec les intervenants qu'on veut. Si toi, localement, tu te sens d'emblée prête de poser cette question sur la table avec des gens qui ne sont pas des insoumises, mais avec qui tu veux discuter, et on sera ravis de lire le compte-rendu de cette réunion. Mais c'est vrai que les GA, ce qui est intéressant, c'est que ça permet entre insoumis d'avoir des lectures communes, des discussions communes. Mais le but de l'Agora, c'est vraiment de se former à la discussion aussi avec les autres et de se nourrir de ces chances et de faire connaître nos positions. Donc vraiment... tout à fait. Oui, voilà. Très bien. Après, vous faites un rond-point Agora, pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres... dans ce cas-là, on peut vous inviter à prendre l'air. Mais voilà, en espérant que ça vous enthousiasme. Une dernière... Attendez, il y a une toute dernière question. On ne va pas couper la... Vu qu'on a le temps, on va prendre... Oui, j'attendais la fin pour intervenir parce que je ne sais pas du tout si le point que je vais développer est pertinent pour l'Agora. En fait, je voudrais parler de l'angle mort qui existe dans tout ce que nous faisons à la France Insoumise, en interne et en externe, qui concerne
les luttes des femmes en général et le féminisme radical, je précise, le féminisme radical en particulier. Je note par exemple qu'ici, aux Amphis, il y a 2 séances qui sont consacrées à certaines, c'est-à-dire à 2 points particuliers du féminisme, c'est-à-dire l'IVG et les violences faites aux femmes, qui ne sont que 2 points d'actualité. Si, il n'y en a que 2. J'ai regardé le programme. Il y en a plus ? Il faudra vérifier, mais moi, j'en ai vu que 2. Bon, mais il n'y en a jamais assez, hein. Non, mais à la limite, ce n'est même pas la question. C'est que je considère même que ces ateliers sont en régression par rapport à l'avenir en commun. Parce que dans l'avenir en commun, il y a des perspectives beaucoup plus larges. Et il y a un point de vue féministe qui est exprimé, qui est beaucoup plus radical que et notamment un point principal, c'est l'approche que l'on fait du féminisme. Le féminisme, ce n'est pas un point particulier dans le programme, comme l'eau, la forêt, l'écologie ou l'économie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un point particulier. C'est une représentation radicale de la société, de l'ensemble de la société. C'est donc une vue transversale des choses. C'est-à-dire que la question féministe, c'est-à-dire la place des femmes et des hommes, parce que le féminisme, ce n'est pas une affaire de femmes, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Le féminisme, c'est l'affaire de tout le monde, des hommes et des femmes. Donc c'est la place des points de vue des deux positions, hommes et femmes, dans l'ensemble de nos structures, en particulier à la France insoumise, mais dans l'ensemble de la société. C'est-à-dire que c'est des pratiques et une conception de la vie sociale et politique qui est, encore une fois, transversale, qui doit irriguer l'ensemble des thématiques abordées et non pas faire des points particuliers, même si quelquefois c'est nécessaire, par exemple quand il y a une lutte précise comme les violences ou l'IVG, mais ça doit irriguer l'ensemble. Il n'y a rien sur l'égalité des salaires, il n'y a rien sur la prostitution, il n'y a rien sur... c'est ça, c'est des points, alors que c'est des points qui sont abordés dans l'avenir en commun. Je note ce que tu dis. Je pense que sur la question de ce qu'on pourrait organiser, enfin, il y a un livret égalité homme-femme qui, je pense, a dû organiser d'ailleurs une bonne partie de ça. Non, je suis mais dans en le tout groupe. cas, je renvoie parce que moi, je n'y suis pas. Je suis dans le groupe égalité femmes-hommes qui n'aborde pas cette question de cette façon, qui n'a pas cette approche-là. Mais en tout cas, sur la question de la transversalité, moi, je note parfaitement. Donc, c'est pour ça que moi, bon, après, ce sera un vaste débat, mais typiquement, je pense que dans tous les grands thèmes stratégiques possibles que peut avoir l'Agora, s'il y a une Agora sur le travail, je ne vois pas comment elle ne parle pas féminisme. Même l'Agora sur État face à l'urgence écologique, bien sûr qu'elle peut parler féminisme. Il y a, après ça ouvre des débats, puis il y aura une conférence sur l'écoféminisme qui peut soulever plein de débats, mais qui est quand même qui irrigue un certain nombre de réflexions en ce moment et qui font tout à fait partie des réflexions qu'il peut y avoir et des débats et des divergences qui peuvent y avoir aussi en notre sein dans l'Agora. Je me permets, j'ai vraiment noté ta... Bon, je voulais ajouter... Fais-la remarquer au maximum aux organisateurs de ces conférences. Je voulais ajouter aussi un point, parce que ces 2 publics qui me paraissent en ce moment très mobilisés, enfin 2 types de populations très mobilisées, c'est la question aussi du racisme et du racisme dans les institutions. Donc ça aussi, bon, ça fait déjà plus objet de consensus, mais n'empêche, enfin, dans nos milieux, j'entends, mais c'est pareil, c'est... Nous ne prenons pas d'initiative vraiment dans ce domaine. Donc, je pense, je ne sais pas dans quelle mesure il y aura un bilan des amphis, mais en tout cas, je vous invite à bien regarder le programme parce que pour le coup, il y a quand même un certain nombre de choses que moi j'ai lu comme étant des ateliers, des conférences sur le féminisme et sur l'antiracisme, mais peut-être qu'il n'y en a pas assez ou peut-être qu'ils ne sont pas bien anglais selon toi, mais donc ça, tu feras les retours. Je pense que ce n'est pas trop le cadre de la discussion sur l'Agora, mais moi j'ai noté en tout cas. Voilà. Il faut... je pense que déjà commencer par aller à ces ateliers, à ces conférences si tu es intéressé à la question et voir si tu penses que c'est bien traité ou si tu veux participer aux échanges. Je pense que c'est... Voilà. Donc... D'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, remarques ou Merlin, oula, on est juste en termes de timing, du coup on doit libérer la salle parce qu'il y a des... À 30 ou à 15 à 30 dans 5 minutes, donc dernier peut-être.
Au plaisir de vous croiser dans l'Agora, alors les uns et les autres. Pour revenir à la question de l'urgence climatique d'une part, et d'autre part à la question du lien entre l'État et les citoyens, je voulais signaler une référence dont j'ai pas, que je connais pas exactement, c'est l'ADEME qui a publié un travail extrêmement intéressant sur la ville Horizon Carbone Zéro à 2050. Et c'est un document qui fait référence à un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites dans plusieurs villes pour tenter d'approcher de façon différente justement la question de la pollution énergétique, le carbone, au niveau des différentes villes, avec plusieurs scénarios, dont un 7e scénario qui tend à faire la synthèse. Donc je pense que c'est intéressant parce que ça fait le lien en même temps avec la façon de s'approprier localement dans sa propre ville les propositions à faire qui sont en lien avec cette nécessité de ville à carbone zéro, sachant que les villes représentent à peu près 50% de la pollution par le carbone. Merlin, tu voulais une dernière question? Sinon, on peut en discuter dehors si tu veux. Bah alors, vas-y. Allez, cette fois, c'est la dernière. Très vite, du coup. Je trouvais intéressant ce que soulevait la dame comme questionnement, mais plus sur le fait pratique. Si l'Agora, c'est un lieu où on peut discuter, notamment s'ouvrir sur plein de choses, je me pose la question, comment pratiquement on va faire en sorte que dans l'Agora, ce ne soit pas les militants les plus aguerris qui prennent la parole, que ce ne soit pas aussi les hommes qui prennent le plus facilement la parole, parce que dans les luttes, on a tous eu affaire à des AG où justement, c'est très souvent les hommes qui vont monopoliser la parole. Donc comment opérationnellement, vous avez prévu d'essayer de lutter contre ça? Voilà. On l'a bien en tête, mais je pense que Maxime va te... Ça fait partie. Ça fait typiquement partie des préoccupations du pôle Milité Centracte et de tout ce qu'on défend dès qu'on essaye de faire de l'éducation populaire, c'est d'essayer de créer de l'égalité entre les participants et d'essayer de prendre en compte les dominations justement pour éviter de les reproduire. Donc tout ce qu'on va penser, l'objectif qu'on va avoir, c'est celui-là. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Mais... Et le fait d'avoir pensé le débat du 10 octobre en 2 temps, sur toute une journée, avec une matinée où en fait entre nous on se prépare à poser les questions et ensuite une interpellation, nous on l'a vraiment conçu comme quelque chose qui évite que ce soit toujours les mêmes qui se sentent tout à fait capables, parce que l'agora ça pourra être peut-être quelque chose d'un peu impressionnant parce qu'on veut qu'il y ait des tribunes et qu'il y ait une dimension d'agora agonistique avec des gens qui se lèvent et qui interpellent les invités. Et on sait que si on leur dit qui là dans la salle va interpeller, il va y avoir des mécanismes de domination qui vont se produire et qui vont faire qu'il n'y a qu'un nombre restreint de personnes, et souvent d'ailleurs d'hommes, qui vont se sentir aptes à intervenir. Donc la matinée, elle sera faite pour que justement les groupes aient préparé et que les gens se sentent armés pour porter les contradictions. Je pense qu'on... Ouais. Sinon ça ne s'arrête jamais. Là, ouais. Là, bon, on commence à s'éloigner, même si je ne dis pas que les questions ne sont pas importantes, au contraire, mais voilà, peut-être que c'est bien pour l'atelier. Merci. Merci à vous.